Bonsoir à tous. On va Bonsoir commencer. Bonsoir Fabien. Donc on commence ce cycle L'Ars Invitalis CP et Monsieur Emmanuel Linco va nous rejoindre. Il arrive, il est en chemin, il fallait qu'il termine un de ses cours. Donc pour commencer, c'est une journée, une œuvre. Dans le cadre de cette 3e édition du cycle L'Ars Invitalis CP, le chorégraphe et danseur géorgien Beka Noniashvili, directeur artistique de l'ensemble l'Asie, du Centre culturel géorgien et de l'ensemble Geofolk Dance, et le musicien Fabien Mornay ont été invités à s'approprier le musée Édouard Branly le temps d'une journée, afin d'y réaliser une œuvre musicale et chorégraphique inédite. Donc, avant de commencer cette conférence et cette discussion, et qu'on discute plus en détail de cette œuvre et qu'est-ce que l'art à l'ICP, qu'est-ce qu'on souhaite valoriser à travers ce cycle de conférences, je vous laisse découvrir dès à présent le projet Cuevri. Il a été réalisé par Alice Favre, la musique est réalisée par Fabien Mornay et la chorégraphie par Beka Noniashvili. Bien sûr, les danseuses du ballet de l'ensemble l'Asie, du Centre culturel géorgien et du Geofolk Dance. Je vous laisse apprécier l'œuvre.
Merci à tous. Alors, je vais accueillir le professeur Emmanuel Linco avec nous pour commencer cette conférence et cette discussion autour de la création contemporaine dans un lieu de mémoire. Si je me permets, je vais introduire un petit peu le temps que tu t'installes. Oui, oui, je t'en prie. Désolé de ce retard lié à d'autres obligations professionnelles. Voilà. Dans une période sanitaire complexe où la distanciation sociale est recommandée, comment une œuvre d'art peut-elle atteindre le public? De quoi la virtualité est-elle constituée? L'ICP s'ouvre à la création artistique en proposant des rendez-vous ponctuels à des artistes contemporains de toutes les nationalités. Des étudiants du master stratégie muséale et gestion de projet, Parcours Asie, sont accompagnés par le directeur de la formation, le professeur Emmanuel Linco, dans chacune de ses démarches artistiques en tant que co-commissaire d'exposition. Cette initiative pédagogique donne l'opportunité aux étudiants de s'initier à la médiation et la communication culturelle. Je me permets aussi de présenter le professeur Emmanuel Linco, qui est professeur à la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de Paris, directeur du master stratégie muséale et gestion de projet Asie, historien de l'art, spécialiste d'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine. Il est fondateur et directeur du séminaire de recherche Les Routes de la Soie, circulation des idées, influences et enjeux culturels à la Faculté des Lettres, responsable du pôle Eurasie 11 à l'Institut Vaugirard, à l'Institut catholique de Paris. Il est notamment l'auteur de 2 derniers ouvrages, Chine et Terre d'Islam, un millénaire de géopolitique aux éditions Peuf, et Géopolitique du patrimoine, l'Asie d'Abu Dhabi au Japon, édition MKF. Je vais laisser la parole maintenant à Emmanuel Linco. Merci. Merci Audrey, merci Fabien. Que dire que effectivement ces initiatives consistant à inviter des artistes contemporains autour de l'un de ces lieux de mémoire, l'Institut catholique de Paris, le musée Branly et la cage de Faraday, sur laquelle je vais revenir parce que historiquement évidemment c'est très important, est une idée que j'ai eue l'année dernière, qui a été avalisée bien sûr par les autorités de l'ICP, et qui consiste en fait par le biais de l'art contemporain de mettre en valeur les patrimoines de l'Institut catholique. Je dis bien les patrimoines parce que nous sommes dans un lieu relativement méconnu, extrêmement riche d'un point de vue de son patrimoine monumental. Bien sûr, on pense d'emblée à l'église Saint-Joseph, la petite chapelle Sainte-Anne aussi, qui sont absolument magnifiques et contemporains du palais du Luxembourg. Mais vous avez d'autres lieux dont on ne soupçonne guère l'existence, et pour cause, la cage de Faraday que vous avez vue et ses danseurs est un lieu fermé au public, en définitive. Bon, pour toutes sortes de raisons, sanitaires d'abord, bien sûr, et c'est un lieu extrêmement important, à la fois pour l'Institut catholique de Paris, et je pèse mes mots, pour le monde. Parce que c'est en ce lieu, dans cette cage de Faraday, avec ces plaques de cuivre absolument magnifiques, que la communication sans fil a été inventée. Donc cette communication, cette invention d'Édouard Branly est à l'origine évidemment de l'invention de la radio par Marconi, et Marconi a reconnu sa dette envers Édouard Branly. Et puis, beaucoup plus lointainement, évidemment, Internet, quoi. Je veux dire, tout a commencé ici. Bon. Et donc, moi, ce qui me paraît extrêmement intéressant, en tant qu'historien de l'art notamment, c'est bien sûr de participer à cette valorisation patrimoniale, mais aussi par rapport à mes étudiants qui travaillent autour des questions de l'événementiel, de la valorisation justement de la culture, de la muséographie également, comment en période de crise comme la nôtre, c'est-à-dire donc la pandémie, créer un événement sans public. Bon, la question n'est pas si originale en définitive, parce que quand vous allez un peu partout dans le monde, notamment dans les États du Golfe,
qui sont très novateurs justement dans les pratiques muséologiques actuelles, vous avez de plus en plus, y compris en Chine bien sûr, des musées sans collection. Et donc, sont-ce vraiment des musées? En tout cas, on n'y répondra pas, mais en tout cas, ce sont des lieux tout à fait intéressants où malgré tout il se passe quelque chose. Hein. Ce n'est pas seulement des lieux dédiés à la spéculation immobilière, hein, je vous rassure. Et donc, comment valorise-t-on et comment raconte-t-on une histoire en un lieu qui n'a pas de collection? C'est un peu l'histoire, en fait, de la cage de Faraday, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appareil. Les appareils de mesure inventés par Branly lui-même se trouvent dans une salle adjacente, totalement muséifiée par ailleurs, bon, pour des raisons liées à la conservation. Mais comment donc porter à la connaissance du public l'existence même de ce lieu, son originalité, et surtout comment solliciter des artistes qui, de près, plus de près que de loin évidemment, à travers leur discours, à travers leur art, pourraient s'associer justement à l'esprit du lieu. Bon. Et bon, étant donné la Covid, évidemment, et en tant qu'enseignants, nous avons tous été impactés, évidemment, par cette épidémie, dans le sens où tous les cours, pendant 2 ans, ont été faits en distanciel, précisément. Et donc, quelque part, c'est un retour à l'origine des choses, c'est-à-dire que cette invention du distanciel pédagogique, qui a gagné l'ensemble du monde, bien sûr déjà avant la Covid, mais surtout pendant et après, avec tous les bouleversements que cela induit en termes d'organisation sociale, en tant que reformulation même de projets pédagogiques, que sais-je encore, par rapport à l'organisation même des entreprises, etc. Tout cela, en fait, est redevable à l'invention de Branly. Donc là, je me suis dit, il faut y aller, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen, encore une fois, de valoriser ce patrimoine à travers des expositions qui n'en sont pas, c'est-à-dire plus des performances étant donné la configuration du lieu. Vous ne pouvez pas attacher des œuvres sur ces plaques de cuivre, tout simplement. Vous pouvez, étant donné la contrainte du support, projeter des images ou faire évoluer, et c'est le cas ici des danseurs, dans cet espace. Mais donc il y a des contraintes qui, comme toujours, permettent de s'ouvrir à d'autres libertés. Voilà. Et donc en fait, le défi qui a été relevé déjà par 3 fois, puisque c'est le 3e grand événement et le plus médiatisé pour le moment, que je suis très heureux auprès d'Audrey et de Fabien de co-organiser, c'est une façon évidemment de promouvoir ce lieu exceptionnel et surtout en tant qu'exercice muséographique de pousser aussi les étudiants à l'innovation. Parce qu'il est clair, et on l'a vu durant ces 2 dernières années, que ce soit les galeries ou les musées, petits ou grands, ont été amenés précisément à valoriser leur collection sans public. Donc ce n'est plus le public qui va à l'exposition, c'est l'exposition qui va au public, par la médiatisation, c'est-à-dire par les réseaux sociaux, etc. Et donc c'est un exercice très intéressant, avec peut-être évidemment le problème de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas en prise directe, bien sûr, il y a toujours cet écran qui fait écran entre nous et les performateurs. Mais ça a le mérite d'exister et c'est tout à fait intéressant d'un point de vue intellectuel et en tant qu'exercice. Bon. Et en fait, tu me dis si je suis trop long, mais les idées me viennent. Cette idée de chorégraphie m'a été proposée au départ par Audrey, donc, qui est co-commissaire de cet événement. Qui connaît très bien le Caucase, qui pourra en parler, qui a vécu, qui a travaillé, qui connaissait donc Fabien et qui connaît très bien aussi, et surtout Fabien bien sûr, dont c'est le métier, les traditions chorégraphiques du Caucase.
Et moi, malheureusement, je n'ai pas eu encore l'occasion d'aller au Caucase, mais j'irai, sachant que bon, je suis avant tout sinologue, donc spécialiste de la Chine, et néanmoins, dans une existence antérieure, je suis allé très souvent en Asie centrale, hein, et au Moyen-Orient notamment, et en Iran. Et donc, sans connaître la culture géorgienne, évidemment, on sait bien que l'impact de la culture persane voisine a été immense, y compris dans les pratiques religieuses telles que le zoroastrisme. Donc, quand Audrey m'a parlé du Caucase et de la Géorgie, évidemment, ça ne m'a pas laissé indifférent. D'autant, et c'est un autre travail que je suis en train de conduire au sein même de l'ICP, il s'agit, outre de valoriser ce patrimoine par le biais de l'art, d'entreprendre un immense chantier qui est celui consistant à identifier, d'une part, tous les lieux de mémoire de l'ICP, ils sont nombreux, mais aussi les grandes figures intellectuelles de l'ICP, et ce en vue du 150e anniversaire de notre institut qui sera célébré en 2025. Donc c'est un chantier colossal et donc à cette occasion, évidemment, j'ai pu plonger le nez dans nos archives diverses et variées, y compris en découvrant le nom de nos alumni, c'est-à-dire nos anciens étudiants, entre autres, pas seulement les enseignants, les étudiants, et en découvrant par exemple qu'Henri Corbin, dont le nom aujourd'hui est assez méconnu, mais qui est un personnage extrêmement important, qui a été étudiant dans l'entre-deux-guerres ici même à l'ICP, au département de philosophie, est devenu par la suite, à partir des années 50, l'un des plus grands spécialistes de la pensée mystique musulmane, et surtout persane. Donc, je voyais là aussi une façon d'aborder par des voies de détour, c'est mon côté très, très chinois justement, l'enveloppement tactique de la chose, ce lieu, et par là même raconter une histoire autour de cette chorégraphie. Alors tout cela peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais il y avait aussi l'idée à travers la proposition d'Audrey, puis la rencontre de Fabien, l'idée pour moi assez évidente d'une allégorie dans cette cage de Faraday, d'une allégorie incarnée par chacun des danseurs, comme on a pu le deviner, comme allégorie donc d'atomes se repoussant et s'attirant à la fois. Hein. Il y a une forme d'érotisme aussi qui se joue dans la chorégraphie, à la fois de distanciation, de répulsion et d'attirance. Donc ça, c'était la première chose, et je trouvais que c'était une façon de célébrer chorégraphiquement parlant précisément Édouard Branly et sa mémoire. Et puis l'autre chose, alors je ne pense pas, parce que je suis arrivé en retard et je m'en excuse, que dans le film on le voit, c'est pas si évident. Vous avez une sorte d'œil de bœuf, comme on dit, c'est-à-dire donc un hublot sur la paroi, même de cuivre, qui s'ouvre bien sûr et qui permet de voir l'extérieur et notamment la flèche de l'église Saint-Joseph. Bon. Et donc là aussi, pour des gens aussi importants, là encore du département de philosophie tel que Jean Grèche, qui a été l'un des grands spécialistes de la métaphysique européenne chez nous, à l'ICP, il y a là une autre forme d'allégorie. Savoir que toute la pensée européenne repose finalement sur deux histoires fondamentales, fondatrices, que sont à la fois l'allégorie de la caverne de Platon, on a tous étudié cela à l'école, donc avec cette quête de la vérité au-delà même de la grotte, donc un regard porté depuis le dedans vers le dehors. Et avant Platon, celui-ci faisant partie des présocratiques, Empédocle, lui, entre dans les profondeurs d'un volcan et disparaît, comme on le sait, et on peut y voir, en revanche, la volonté de renouer justement avec la nature, les profondeurs de la terre, etc., etc. Donc il y a deux courants à la fois opposés et complémentaires,
Et je trouve que la cage de Faraday, en tant que lieu symptomatique précisément de ces deux courants se répondant, avec au milieu ces danseurs qui servent en quelque sorte de médiateurs entre ces différentes histoires, me paraissait tout à fait intéressant. Alors après, on peut y voir toutes sortes de choses, et je vais céder la parole enfin à Fabien ou à Audrey, mais il y a bien sûr une légende dont Fabien nous rapportera l'importance dans le contexte géorgien, qui n'est pas sans rappeler précisément, qui n'est pas sans entrer en résonance avec ces deux versants de l'histoire philosophique européenne que je rappelais à l'instant. Donc tout cela, si vous voulez, est une façon évidemment de connecter, comme on dit, puisque le terme est à la mode, différentes pratiques, différents lieux de mémoire précisément de l'ICP autour de la réalisation, en l'occurrence, de cette chorégraphie. Et la chorégraphie, c'est ni plus ni moins une écriture spatialisée du monde. Donc vous avez un mathématicien, un physicien tel qu'Édouard Branly qui a pensé dans la continuité de ses augustes prédécesseurs le monde et son fonctionnement décrypté sous la forme d'un langage mathématique, le langage des équations, mais d'une manière plus sensible évidemment. Vous avez le langage des corps qui est celui donc de la chorégraphie et qui permet donc d'entrer en résonance avec des mondes à la fois visibles mais aussi invisibles. C'est donc le principe évidemment de l'art. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Donc oui, je ne me suis pas introduite tout à l'heure. Moi, je suis Audrey Margarita, la chargée de communication de la Faculté des Lettres et la Faculté de Philosophie l'ICP. Et pourquoi Emmanuel Lincourt m'a contactée spécialement pour ce projet, c'est qu'auparavant, j'étais attachée culturelle et de coopération à l'Institut français de Géorgie. Donc j'ai notamment travaillé sur des projets franco-géorgiens, des festivals, de la danse, de la musique, des différentes créations artistiques. Et c'est en Géorgie que j'ai rencontré Fabien, qui était venu en Géorgie pour un autre projet franco-géorgien. C'était le tournage d'un film d'animation. Un projet de film d'animation, mais il vous en dira un petit peu plus. Donc moi, je vais introduire Fabien Mornay. Donc Fabien Mornay est guitariste d'origine vendéenne. Il est arrangeur et compositeur. Et Fabien est un musicien féru de mixage culturel. Fabien aussi, il compose et il enregistre beaucoup pour le cinéma, pour les films. Il a notamment enregistré pour le film Tombouctou une musique césarisée d'Amin Bouafa. Et Fabien travaille aussi régulièrement à la télévision, dans différents orchestres, notamment les Victoires de la musique, il n'y a pas longtemps, où tu étais dans l'orchestre des Victoires de la musique. Et Fabien a une véritable passion pour le Caucase, et notamment la Géorgie. En 2019, il a lancé un autre projet d'envergure qui s'appelle Kafkaz. Kafkaz, ça regroupe 12 musiciens, si je ne me trompe pas. 11 musiciens et les danseurs de l'ensemble Lazy et Geo Folk Dance. Et parmi ces 11 musiciens, on a des musiciens d'origine turque, des musiciens d'origine géorgienne, évidemment, et puis arménienne, iranienne, avec une chanteuse espagnole. Donc c'est un mix culturel absolument magnifique. Et on y chante dans différentes langues. Je crois que c'est dans 6 langues, si je ne me trompe pas. On passe du géorgien au méghrélien, au tcherkesse, à l'arménien, au turc. Et un peu tout le tour des langues du Caucase, mais même s'il y en a plus de 70, déjà, nous, c'est très riche. On en chante déjà 6 ou 7. Ouais. Voilà, et quand je lui ai proposé, tiens Fabien, on a un super lieu à l'ICP, une cage de Faraday, et il faudrait créer une œuvre contemporaine autour qui s'inspire de l'art géorgien, qu'en penses-tu? Et là Fabien, dès le lendemain, il m'a envoyé une note avec son projet Kouevri. Donc il va nous expliquer ce qu'est le Kouevri en géorgien. À toi Fabien. Alors merci Audrey et merci Emmanuel. Déjà je vous remercie beaucoup pour tout le déroulé de ce projet, pour l'invitation, parce que c'est un projet qui s'est déroulé sur quand même quelques mois. C'est un grand projet, c'est un projet de création qui m'a vraiment beaucoup tenu à cœur. Comme l'a dit Audrey, donc moi je dirige un ensemble de musique et chant du Caucase, plus particulièrement de Géorgie, musique, chant et danse, qui s'appelle Kafkaz.
Donc dans Kafkaz, il y a des musiciens, il y a des danseurs qui viennent du Centre culturel géorgien l'Asie. D'ailleurs, ce soir, nous avons la présidente du Centre culturel qui est là, et Kabodokia, donc je la remercie aussi. Et donc ce projet Kafkaz permet donc à ces 11 artistes de monter sur scène et de performer, d'interpréter des chants dans toutes les langues du Caucase et des danses qui correspondent donc à ces chants. Donc nous sommes régulièrement sur scène à Paris et ailleurs. Et quand Audrey m'a parlé de cette idée d'investir la cage de Faraday de l'Institut catholique de Paris, ça a été un petit peu une proposition rêvée pour nous, puisqu'on s'est donné un peu pour challenge avec cet ensemble de danse et de musique géorgienne, pour challenge et pour mission d'apporter et de transporter la danse géorgienne dans des lieux complètement incongrus, inattendus, incommodes, des lieux qui ne sont pas normalement faits pour la pratique de la danse. Donc là, on est vraiment tombé en plein dans le mille parce qu'on tombe dans un lieu qui est une sorte de cube de 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres, dans lequel je pense qu'il est à peu près impossible d'interpréter une chorégraphie habituelle. Et en plus de ça, ce lieu, il a une âme dans ses couleurs, dans ses matières, qui nous a tout de suite sauté à l'œil. Donc pour nous, c'était vraiment un lieu rêvé pour aller transporter la danse géorgienne dans un endroit complètement inattendu. Alors, après, partant de ça, les questions qui se sont posées avec Emmanuel et Audrey, c'était de se dire, mais qu'est-ce qu'on va raconter dans cette histoire, dans cette chorégraphie, qu'est-ce qu'on va y faire dans cette cage de Faraday, avec toutes les évocations qu'elle renvoie. Donc, en fait, là, on a fait appel de manière assez évidente à la culture géorgienne. On s'est dit, qu'est-ce que cette cage de Faraday nous renvoie par rapport à la culture géorgienne? Et en fait, l'évocation immédiate par la forme du lieu, par les couleurs du lieu, ça a été qu'elle renvoyait à l'idée du kuevri. Alors, le kuevri, c'est un mot géorgien qui veut dire la jarre ou l'amphore. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les traditions géorgiennes, mais dans toutes les familles de Géorgie, dans la montagne, dans les villages, chaque famille, dans sa maison, possède plusieurs grandes jarres immenses de plusieurs centaines de litres, 300 litres, 400 litres. Ces jarres sont enterrées dans la terre, au frais, voilà, dans l'argile. Et ces jarres sont là pour la fabrication du vin familial, donc du vin qui est fait à partir des raisins récoltés par la famille, des raisins qui sont cultivés dans les vignes familiales. Donc, on y entrepose ce raisin, après pressage bien sûr, et on le laisse en fermentation dans ces jarres plusieurs mois, et après plusieurs mois, il donne le vin nouveau que chaque famille va pouvoir partager sur les événements de la vie quotidienne, ou bien sûr sur les grands événements, les mariages, voilà, l'accueil d'un invité, voilà, tous les grands événements de la vie, après, vont s'orienter autour de la table et du partage de ce vin qui est fabriqué dans les jarres, dans les kuevri familiaux. Et donc, nous, on s'est dit, bingo, on va essayer de raconter une histoire chorégraphique qui se passerait dans une jarre. Donc, le challenge, ça a été un petit peu de se dire, voilà, on a 5 danseurs donc du Centre culturel géorgien, dont mon ami chorégraphe Beka Noniashvili ici présent. Et le challenge, ça a été de se dire, qu'est-ce que les danseurs vont représenter dans cette jarre, dans ce kuevri, dans cette cage de Faraday. Alors, évidemment, il y a des tonnes de métaphores qui nous sont arrivées, qui nous sont venues naturellement. Il y a évidemment celle dont tu as déjà parlé, Emmanuel, qui est la métaphore des électrons, de l'attirance des électrons, de la répulsion des électrons, qui font que dans une cage de Faraday, en fait, on est isolé du champ électromagnétique extérieur. Donc ça, cette métaphore, elle est évidente. Mais nous, on est vraiment allé dans l'idée que les danseurs qu'on allait chorégraphier incarnent les grains de raisin qui entrent en fermentation dans la jarre de vinification.
Donc en fait, Beka a chorégraphié donc, ces 6 minutes de performance en essayant d'imaginer quelles sont les transformations chimiques que subissent les raisins et chaque grain de raisin dans le processus de vinification et de les évoquer avec les mouvements des danseurs. Alors, donc, de là en découlent tous les mouvements des danseurs, de là aussi en ont découlé la fabrication des costumes. Donc on a fait fabriquer par Salomé Machaladze des costumes de la couleur proche du raisin, en plus d'une couleur qui est proche des murs de la cage de Faraday. Et voilà, tout s'est orienté pour créer une chorégraphie qui incarne le processus de vinification du raisin dans la tradition géorgienne. Voilà. Donc ça, c'était, nous, la grande métaphore qui nous a guidés vers la construction de cette chorégraphie. Après, bien sûr, comme vous voyez là au milieu de cette photo, il y a une icône. Ça n'est pas une icône, c'est un tableau de l'artiste peintre Mera Bouleskeria qui est présent ici aussi. Et en fait, on s'est dit comment on pouvait faire rentrer dans cette performance la figure d'Édouard Branly, parce qu'Édouard Branly a travaillé dans ce laboratoire pendant des années, il a fait les découvertes dont Emmanuel a parlé. Et comment Édouard Branly, comment pouvait-on le faire figurer dans ce clip? Alors, on a cherché un peu un tableau de Melab qui pouvait un petit peu être notre Édouard Branly à nous. Et en fait, là, cette idée-là, elle provient d'une troisième métaphore pour moi, qui est de se dire qu'est-ce que c'est que cette cage de Faraday, qu'est-ce que c'est que ce lieu clos et fermé. C'est en fait un peu ce qui se passe dans le cerveau du scientifique, c'est un peu ce qui se passe aussi dans le cerveau de l'artiste. C'est-à-dire que dans le cerveau du scientifique, dans le cerveau de l'artiste, on a tout un tas de projections, d'idées qui viennent des constats de la vie quotidienne, des constats que le scientifique ou l'artiste a vécu dans son quotidien à l'extérieur. Et toutes ces idées entraînent des projections cérébrales qui se mélangent à l'intérieur du cerveau, du scientifique ou de l'artiste. Et voilà, donc les danseurs incarnent en quelque sorte ces projections. Et ces projections se mélangent, entrent dans une certaine connivence, dans une certaine cohérence, pour aboutir, dans le cas du scientifique, à une trouvaille scientifique, à un théorème, à une innovation, et dans le cas de l'artiste, à une œuvre d'art. Donc voilà, notre troisième métaphore pour la création de cette chorégraphie, c'était de se dire, la cage de Faraday, c'est en quelque sorte nos cerveaux, à nous, ce qui se passe dans nos cerveaux d'artistes ou de scientifiques. Et on a voulu, en plaçant ce tableau au milieu des danseurs, faire une sorte de mise en abîme, c'est-à-dire de remettre l'artiste ou le scientifique au milieu de son œuvre, qui puisse partager en fait avec les danseurs, avec les mouvements, avec la chorégraphie, qui puisse partager en fait le résultat de son œuvre. Et il y a une deuxième mise en abîme qui est un peu en miroir avec ça aussi, c'est que là le tableau de Melab, on le voit pas très très bien au gros plan, mais si on regarde très précisément derrière sa moustache, on voit les doigts de l'artiste, en fait, qui sont dessinés, c'est dans le coin gauche de sa moustache. Voilà, donc l'artiste aussi lui-même habite son tableau. Donc c'est un espèce d'emboîtement d'œuvres d'art. Donc la chorégraphie comme métaphore du cerveau de l'artiste, l'œuvre d'art à l'intérieur de cette métaphore, et encore une partie du corps de l'artiste à l'intérieur du tableau. Donc ça, c'est la troisième grande métaphore, qui est peut-être la plus complexe qu'on a utilisée et qui nous a guidés dans l'élaboration de cette chorégraphie. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du sens qu'on a voulu dégager avec ce travail chorégraphique à l'intérieur de la cage de Faraday. Merci Fabien. Emmanuel, vous voulez un petit peu rebondir sur ce que vient de dire Fabien, des choses... Non, c'est lumineux, et c'est là où on voit qu'il y a effectivement plusieurs strates de mémoire et plusieurs histoires qui se racontent en même temps, et cette simultanéité nous renvoie aussi à la contemporanéité de l'histoire. Voilà. Toute histoire est contemporaine en définitive. Donc
Ça a été parfaitement résumé par Fabien dans cet entrechoc symbolique d'atomes, d'électrons, mais aussi d'histoires diverses. C'est-à-dire qu'à travers ce lieu peut se raconter d'autres histoires qui se rejoignent en même temps. C'est cet entre-là de mémoire qui me touche, et cette pluralité de sens, évidemment, que je trouve extrêmement intéressante. Il y avait sans doute au départ, dans la genèse même de notre projet, l'idée de mettre en valeur aussi un fonds qui est celui de l'une des bibliothèques de l'Institut, la bibliothèque Fels, dont il faut saluer aussi les conservateurs, qui sont des gens tout à fait remarquables, et qui ont la garde, la valorisation aussi d'un fonds tout à fait exceptionnel, et là encore totalement méconnu. Il y a notamment des cartes d'état-major du Caucase du 19e siècle. Il y a des photographies prises par des Russes blancs et cédées à l'Institut après la révolution bolchevique de l'Asie centrale. Enfin, des choses tout à fait étonnantes. Et bon, on se disait, mais comment justement associer éventuellement ces pièces qui nous racontent aussi autrement cette histoire. Bon, et puis finalement, il ne fallait pas trop en ajouter, je pense. Effectivement, déjà, je pense que cette façon de transcender à la fois ce lieu clos par ces histoires multiples que l'on vous a racontées est en soi déjà une très très belle performance. Et cette idée précisément de la poupée gigogne en quelque sorte, hein, de l'emboîtement, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, soit à la manière d'Empédocle, d'entrer d'une manière involutive dans les profondeurs de l'âme, disons, de la création, qu'elle soit scientifique ou artistique, qui participe toujours de toute façon de la même démarche fondamentalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un lâcher-prise et un voyage dans l'inconnu. Et dans le même temps, c'est ça qui est tout à fait intéressant, et la création, tout acte de création est une mise en tension, encore une fois, entre ces deux versants qui nous animent. Donc, tout d'abord, d'une manière involutive, entrer dans la réalité des choses, et d'autre part, en sortir, c'est-à-dire donc inventer, exister, c'est transcender. C'est aussi aller au-delà de soi-même et au-delà, symboliquement parlant, de la cage de Faraday, bien sûr. Et donc on rejoint un peu l'allégorie de la caverne de Platon dans le même temps. Oui, puis ce qui est très intéressant aussi quand tu parles de transcendance, Emmanuel, c'est que pour que le folklore et que la tradition vivent, c'est aujourd'hui pour moi une condition en fait, pour faire perdurer les traditions, pour que continue de vivre la danse géorgienne, pour que continue de vivre les différents folklores, c'est une condition d'essayer de les transcender, de les faire se rencontrer avec des formes nouvelles, avec des formes contemporaines, avec des lieux atypiques, avec des écritures différentes. Et d'ailleurs, ça a lieu de tout temps, puisque les danses évoluent. La danse géorgienne, les premières danses de géorgienne datent évidemment du Moyen-Âge, mais tout le travail qu'ont fait les Sourishvili au Ballet national géorgien au XXe siècle, c'est une immensité d'apports par rapport aux danses qui étaient déjà existantes pour les codifier, les moderniser, les mélanger avec des pas de danse classiques. Voilà, il y a un travail de transcendance du folklore et de la tradition qui est un peu notre mission d'artiste pour que justement ces traditions perdurent et continuent de vivre et ne meurent pas. Donc ça se retrouve aussi dans notre travail. Merci. Alors, j'aimerais bien saluer aussi le chorégraphe Beka Noniashvili qui se trouve en haut et qu'on pourrait applaudir. Je pense que ça serait bien que Beka et les danseuses, les quatre danseuses, Merab, si tu es là aussi, le peintre du tableau, qu'on vienne tous en bas et que je puisse vous présenter. Venez. Allez, venez tous. Venez. Modi, ça veut dire venez en géorgien. Et Salomé aussi, je ne sais pas où tu es, mais... Mais là, voilà.
Voilà, qu'on soit au complet. Il nous manque Salomé aussi qui arrive. Voilà. Oula. Alors, je vais faire donc une petite présentation de tous les artistes qui ont participé à la création de Qvevri. Donc, je vais commencer par mon ami et chorégraphe géorgien, donc, qui a fait tout le travail de chorégraphie sur cette performance. Donc, Monsieur Beka Noniashvili, ici présent, qui est donc aussi par ailleurs chorégraphe au Centre culturel géorgien l'Asie. Alors ensuite, nous avons les 4 danseuses géorgiennes de la performance, Lizzie Djoureli, Salomé Papouashvili, Keso Gouloua et Nini Todashvili. Et en dernier, il se cache derrière. Donc Merab est un peintre géorgien qui a réalisé ce magnifique tableau qui s'appelle Les Migrants. Les Migrants. Merab Bouliskiria, pardon. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, quelque chose? Non, ça va. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui? Alors il va falloir attendre parce qu'il faut parler dans le micro. Donc je vais vous apporter un micro, d'accord? J'arrive tout de suite. Ah, c'est bon. Bonsoir et bravo. Alors, j'ai beaucoup aimé l'introduction où pendant cette période de pandémie difficile à vivre, mais au moins il y a des côtés positifs, c'est qu'on ne pouvait pas voir ce qu'on pouvait voir, alors que maintenant, grâce à cela, on peut voir ce qu'on ne pouvait pas voir. Et ça, je dois dire que vous avez ouvert beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé de voir le film, et, enfin le petit film qui montre tout ça, mais c'est vrai que maintenant, avec la lecture de ce que vous avez présenté, ça serait drôlement bien de le revoir. Ah, un détail près, et c'est là où je suis surpris, et je m'adresse aux musiciens, c'est que si j'étais tout seul, eu égard à ce que vous avez dit, je le regarderais sans musique. Car à aucun moment vous ne l'avez évoqué, or vous avez la sensibilité, je crois, de la musique. Alors, je vais poser une question. Est-ce que la chorégraphie s'est faite sur la musique ou est-ce que la musique s'est faite sur la chorégraphie? Alors, la réponse, elle est très simple. Donc, la musique a été créée bien en amont de la chorégraphie. Alors, c'est une musique aussi, j'en ai pas parlé, qui, on parlait de transcendance, qui aussi a voulu essayer de transcender la notion de folklore purement traditionnel. Donc, dans cette musique, il y a des éléments de folklore géorgien. On retrouve la percussion qu'on appelle le doli, qui est typique géorgienne, dans un rythme qui accompagne typiquement les danses géorgiennes. Mais on a surtout d'autres instruments, en fait, qui sont là pour apporter en fait une dimension beaucoup plus universelle que le fait de rester dans un pur folklore. Donc moi, j'ai voulu qu'il y ait un orchestre à cordes, j'ai voulu qu'il y ait un piano, et on a aussi apporté un élément complètement extérieur à la culture géorgienne et aux éléments que je vous ai donnés, qui est un instrument qui s'appelle le cymbalum. Alors, le cymbalum est un instrument de la culture hongroise, donc qui n'a rien à voir avec le folklore. Et en fait, avec ces 3 éléments, donc les éléments de folklore géorgien, les éléments beaucoup plus universels comme le piano ou l'orchestre classique, et un instrument purement étranger mais pas vraiment étranger, parce que dans ses sonorités, il évoque aussi les matériaux de la cage de Faraday, il évoque ce métal, il évoque ce cuivre, il évoque voilà, toute cette sonorité qu'on pourrait qualifier de cuivrée. En fait, ces 3 éléments-là, c'était un peu ma manière à moi d'essayer d'apporter une transcendance voilà, au folklore géorgien. Donc ça a été la première étape en fait, de création. La deuxième étape, ça a été un petit peu la sidération devant le lieu, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce lieu-là avec de la danse géorgienne et avec ce lieu-là. Et ensuite est venu le travail chorégraphique. Et puis, en fin de processus,
la réalisation de la performance avec le processus de film, de réalisation cinématographique. Merci. Vous voulez compléter ou vous avez une question, madame, je crois? Oui. J'aurais espéré le contraire. Non mais par rapport à la présentation, vous mettez tellement en avant sur la raison de cette chorégraphie, la raison des couleurs, toutes les raisons, je me suis dit la musique accompagne. Au-delà des instruments choisis, c'était tout, mais il y a différentes approches. J'en profite pour parler aussi, voilà, je vous ai parlé de l'ensemble que je dirige de Kafkaz. C'est vrai qu'on fonctionne un petit peu à l'envers, parce que dans la tradition du ballet géorgien, effectivement, il y a tout un travail chorégraphique, et puis ensuite sont composées des musiques qui vont se caler sur les mouvements et qui vont accompagner les différents moments de la danse. Et nous, on est vraiment ici, et on peut se le permettre parce que c'est une démarche voilà, de transcendance, comme l'a dit Emmanuel, et on cherche vraiment à créer des musiques qui ne soient pas de l'accompagnement de la danse, mais qui soient plutôt en rencontre avec la danse, qui fait que sur scène, quand on est 11, on n'est pas un groupe qui accompagne de la danse, mais on est 11 artistes qui se croisent. Lizzie, par exemple, vient chanter avec nous après avoir dansé. Kesso vient faire un petit numéro théâtral. Voilà, tout le monde participe et à la musique et à la danse. Et on a vraiment voulu transgresser ce côté où il y avait d'un côté la musique et d'un côté la danse. C'était une condition sine qua non pour qu'on réalise ce travail avec l'ensemble Kafkaz. Merci Fabien. Madame, une question ? Moi, je voulais savoir si danser dans une cage de Faraday, ça fait un effet particulier. Voilà, si toute cette cuivrerie, je sais pas, donne des... Voilà, met en tension particulière. Et puis, je voulais aussi parler des costumes, parce que si je pense avoir bien compris les longues manches qui travaillent... peut-être métaphorise le jus, les choses comme ça qui s'écoulent, voilà, et même les atomes qui se rejoignent. En revanche, l'espèce d'étole du danseur, du chorégraphe, je me suis demandé si c'était un élément folklorique, un élément autre, et voilà, je voulais vous poser des questions là-dessus. Alors, il y a eu plusieurs questions là-dessus. Alors, pour comment on se sent quand on danse dans la cage de Faraday, je sais que vous avez eu très chaud, très chaud. Je ne sais pas pourquoi il fait chaud d'ailleurs dans la cage de Faraday, parce que le chauffage doit être très fort et très efficace. Mais en tout cas, on a eu très chaud. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre sensation Sensation particulière, c'est juste qu'il faisait très chaud. Ouais. Rien de particulier, mais c'était agréable. Mais moi, j'ai trouvé, quand je vous regardais faire, en plus, lors de la performance, il y a un moment où il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça une connexion électrique, mais il se passe quelque chose entre les murs, entre les gestes, entre les mouvements, entre les corps, qui fait que d'un coup, on a l'impression qu'il y a des champs électriques un petit peu entre tout le monde. Il y a ce phénomène-là, moi, j'ai trouvé, en les observant d'extérieur. Après, voilà, Lizzie, elle me répète que, surtout, ils ont eu très chaud, très chaud. Les connexions entre les atomes, ça donne chaud. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pour les costumes, oui, il y avait la question sur les costumes. Oui. Alors, et j'ajouterai après quelque chose. Donc, les costumes ont été créés par Salomé Marchaladze. Sont des costumes, bien sûr, qui sont inspirés de costumes, de formes de costumes qui sont déjà présents dans la tradition. Donc, ces manches si particulières existent déjà dans certaines danses de Géorgie. Et Becca m'a suggéré qu'on fasse des costumes avec cette forme-là de manche, parce que je trouve que ça va de pair avec toutes les métaphores dont j'ai parlé. Donc le fait que les électrons se répulsent, s'accrochent, que d'un coup il y a un espèce d'effet quantique et que les mains, les membres disparaissent. En fait, on est plus dans des mouvements quantiques que des mouvements rationnels et observés de la vie de tous les jours. Donc les manches, pour nous, c'était vraiment l'effet rêvé pour les costumes. Bon, la couleur, d'une évidence, pour se marier, d'une part avec le fait que les murs sont en cuivre, et d'autre part avec la couleur du raisin dans la métaphore de la maturation et de la vinification. Voilà, les costumes, moi je suis encore ébloui de les voir aujourd'hui, de la réalisation de ces costumes. C'est vraiment magnifique. Et l'étole, alors l'étole s'appelle le Khabalachi, si je ne me trompe pas. Ouais, on peut dire que c'est une étole, une sorte de cape, qui est aussi
un accessoire qu'on utilise dans la danse, pour certaines danses, qui est aussi un accessoire de mode qu'on peut utiliser tous les jours en Géorgie. Donc il y a des designers, des couturiers contemporains qui en fabriquent pour les gens. Je ne vais pas citer de marque, mais en tout cas, on peut le porter tous les jours. Donc c'est un élément à part entière de vestimentaire en Géorgie. Oui, décidément. Oui, ce ruissellement sonore, je trouve ça très, très intéressant. Ça me rappelle la musique de ce film, Le Troisième Homme. Hein. Et effectivement, cette épinette hongroise dont tu as parlé, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très mystérieux, de presque espiègle, et en même temps de très électrique, en effet. Je trouve que toute cette association cuivrée, comme tu le dis si bien, est merveilleusement trouvée. Et on sent que ça peut s'embraser. Vous aviez chaud, mais c'est peut-être pas seulement lié au chauffage. Parce que quand j'évoquais justement la présence très forte, a priori pour ce que j'en ai lu, du zoroastrisme, mais en tout cas assurément en Iran voisin, en Asie centrale et jusqu'en Chine, cette idée, cette allégorie du feu, c'est-à-dire donc de la flamme, qui est par là même la métaphore d'une élévation de l'âme, on le sent justement. Hein. Le vin et le feu sont ici associés. Je trouve ça très, très intéressant, très parlant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, si on n'a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est dès à présent de terminer, de conclure en revoyant le clip, parce que c'est vrai qu'on a eu une très, très bonne analyse. Donc, et en coupant les lumières. Merci.
Merci à tous pour votre présence et pour votre information. Si vous voulez revoir cette conférence et revoir le clip, la conférence sera disponible en replay sur le site de l'ICP. Et le clip, vous pouvez le revoir ce soir directement sur le YouTube du label Chai. T-C-H-A-I. Le label Chai, si vous voulez revoir le clip. Et en replay demain sur le site de l'ICP. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.